Né au cœur de la Beauce, le journaliste Jean-François Poirier a fait de son amour du sport son leitmotiv pour trouver l'emploi de ses rêves. Personne ne lui a tracé la voie, mais il savait au plus profond de lui qu'il pouvait y arriver. Déterminé, il a bâti sa réputation de journaliste sportif qui lui a permis de couvrir les plus grands athlètes et les plus grands événements au monde. Et le sport a toujours fait partie intégrante de la vie de Jean-François Poirier. C'est chez nous ici. Là. On est au bord de la rivière Chaudière. Terrain de jeu, dans le temps, on appelait ça d'OTJ. Ça fait, je dirais, j'ai l'impression que c'est hier. Ça fait peut-être 45 ans. J'ai 56 ans aujourd'hui. Puis, j'étais un grand sportif. Là. Moi, à cet âge, on dirait que c'était écrit dans le ciel que j'allais travailler dans le monde du sport. Puis ici, c'est comme l'embryon. J'ai l'impression d'être là où tout a commencé. Moi, je vivais juste là-bas, là, au bord de la rivière Chaudière. Dès le secondaire, Jean-François commence à écrire des textes journalistiques en lien avec le sport scolaire. Michel Clich, qui vient tout juste de nous quitter, il me disait « Vas-y, écris ». Puis j'ai écrit pour le journal de la Polyvalente, des matchs sur nos équipes je me rappelle, c'était les équipes de volleyball avec M. Rodrigue, Jacques Rodrigue. Oui. On avait beaucoup de succès. C'est pas où tu vas arriver, l'important, c'est le pendant. Exact. C'est le bonheur que tu ressens quand tu le fais. Puis j'étais toujours heureux de m'en aller voir un événement sportif puis de le rapporter à ma façon. Après 3 ans d'études en arts et technologies des médias à Jonquière Option Radio, il est revenu brièvement en Beauce avant de prendre la direction de Toronto pour apprendre l'anglais. Radio-Canada avait besoin de commis là-bas pour transporter des cassettes dans le temps. Okay. Je cognais à la porte de Radio-Canada, puis on m'a dit « Ben oui, on a besoin de quelqu'un. Et tu fais quoi devant? Moi, je suis journaliste, mais je parle pas anglais. Passé. Parfait. On te met dans la salle des nouvelles, puis tu vas transporter les cassettes entre CBC et Radio-Canada. Puis c'était mon travail pendant une couple de mois. Puis tranquillement, RDS s'est ouvert ses portes dans ce temps-là. Puis c'est cassé, c'est HRC, Marc Simoneau. J'ai dit, je suis à Toronto, auriez-vous besoin d'un correspondant à Toronto? Puis on les envoie donc. Parmi ses couvertures, lors de son passage dans la ville reine, le Beauceron a suivi celui qui faisait rêver les partisans des Nordiques à l'époque, soit Éric Lindros. C'est que le journaliste de Radio-Canada de l'époque, c'est Daniel Poulain. Pendant que je travaille à Radio-Canada comme commis, il me dit, est-ce que ça te tente de venir voir un jeune joueur de hockey prometteur? Il s'appelle Éric Lindros. Il dit, oui, j'ai déjà entendu parler de lui. Okay. Il dit, ce soir, j'ai rendez-vous chez ses parents. Pendant que Daniel discute avec les parents en bas, il me dit, va voir avec Éric en haut dans sa chambre, il vient d'arriver, tout ça. Puis, prépare-le, je vais lui demander s'il veut jouer à Québec ou à Montréal, parce qu'à l'époque, c'était comme ça. Moi, je suis le jeune francophone qui parle à peine anglais, et là, je suis dans sa chambre avec lui, et là, je lui fais répéter la question. Est-ce que tu aimerais jouer pour les Nordiques ou les Canadiens? Et il répond, oui, j'aimerais jouer pour les Nordiques ou le Canadien, okay. En français. Okay. Et il répète avec moi. Et c'est moi le professeur de français. Et arrive le reportage et il dit en ondes qu'il aimerait jouer pour les Nordiques ou le Canadien et ça joue la soirée du hockey. Originaire de Saint-Joseph-de-Beauce, il prend la direction de Montréal pour joindre les rangs de TVA. Mon rêve, c'était d'aller travailler à Montréal. TVA avait besoin de personnel pour remplacer tous ceux qui étaient partis aux Jeux en 1992 à Barcelone. Et alors, je débarque, puis je suis un remplaçant à TVA. Okay. Puis on me dit, justement, on a besoin de quelqu'un pour être le chef d'antenne à Montréal, parce qu'on diffuse les jeux, et puis tu seras là. Fait que, donc moi, j'ai pu commencer en étant chef d'antenne. Le journaliste qui a suivi de près la carrière de la Beauceronne, Marie-Philippe Poulain, et de l'équipe de hockey féminine canadienne, a joué un rôle dans la victoire des filles aux Jeux olympiques de Sotchi en 2014. J'ai rendez-vous avec Caroline Ouellet. Hier soir, on s'est toutes réunies ensemble, les joueuses de l'équipe canadienne, puis on a regardé la finale de bobsleigh. Les Américaines
contre les Canadiennes, c'était la grande rivalité. Les Américaines menaient par beaucoup devant les Canadiennes. Il restait 2 descentes. Et les Canadiennes en bobsleigh, le duo, réussit une remontée spectaculaire et gagnent la médaille d'or. Nous étions tous ensemble, ce que me dit Caroline, et on a vu ça, et c'est notre message. Les bobeuses canadiennes seront les inspirations des Canadiennes au hockey. Juste avant d'aller en onde le soir à 6 h, le match est à 8 h, qui je vois pas arriver à la salle de Radio-Canada? Les 2 bobeuses en question, dont Heather Moyes. Et je m'approche d'elle pour lui dire, est-ce que tu sais que votre équipe, là, vous êtes l'inspiration de l'équipe de hockey ce soir? Elle dit, non, je ne suis pas au courant. Ah non, elle dit, non, ils se sont réunis, puis c'est Caroline Ouellette, la capitaine, qui a dit ça. Puis je dis, est-ce que tu voudrais, je me retourne à l'aréna, est-ce que tu voudrais lui écrire un mot? Okay. Et là, Heather Moyes m'écrit sur une page, ne lâchez jamais, si vous êtes en retard, peut-être que vous pouvez quand même gagner, allez-y. Okay. Un message d'inspiration qu'elle m'écrit avec un cœur à la fin, puis je pars. Et puis là, moi, je pars avec cette lettre-là, puis je m'en vais à l'aréna. Mais là, il est rendu 6h30, 7h, le match dans 1 heure, donc il n'y a pas beaucoup de temps. Qu'est-ce que je fais avec ça? Donc, je m'approche de la salle du vestiaire, pas très loin, et je veux passer Ellie Wickenheiser, qui est la joueuse de l'équipe, qui était autrefois la capitaine, mais oui. Qui, en tout cas, et elle est avec le responsable des relations publiques. Et là, j'ai fait signe, Heather, j'ai quelque chose pour toi. Puis là, Francis Dupont, qui est le relationniste, dit, non, Jean-François, il n'y a pas d'entrevue, non, mais il faut que je lui donne quelque chose. Et Wickenheiser m'entend et décide par elle-même de venir. Et là, je lui remets la lettre en lui disant, ceci, là, c'est la lettre des bobeuses pour vous. Okay. Puis elle prend la lettre, elle regarde, la plie, merci, puis elle s'en va. Ça reste comme ça. On arrive au match de hockey, la finale. 2-0 États-Unis en fin de match. 2-1, un but de Brian Jenner. Dernière minute de jeu, Marie-Philippe Poulin encore, 2-2. On s'en va en prolongation. Le Canada gagne grâce au but de Marie-Philippe Poulin. Après le match, moi, je suis en attente pour faire l'entrevue d'après-match. Et là, arrive Caroline Ouellette. Puis là, Caroline, juste à l'entrevue, juste avant que ça commence, je lui dis, est-ce que vous avez une lettre, avez-vous vu? Elle dit, oui, oui. Là, qu'elle arrive, puis elle me dit, cette lettre-là, Ellie Wickenheiser nous l'a lue pour nous donner l'élan pour revenir de l'arrière. Donc, cette lettre-là, comme moi, que j'ai été un peu le pigeon voyageur, là, ouais. a été utilisée comme source de motivation lors de la finale féminine gagnée par les Canadiennes. Le journaliste n'a revu Heather Moyes que 4 ans plus tard, soit lors des Jeux de Pyeongchang, un moment fort en émotion. 4 ans plus tard, aux Jeux de Pyeongchang, Heather Moyes est toujours dans l'équipe canadienne de Bob et je la recroise pour la première fois et j'ai une copie de la lettre. Et elle descend, puis je lui dis, elle vient de terminer sa compétition, elle a fini 5e, 6e. Puis je dis, est-ce que tu te souviens, Heather, à qui c'est à moi que tu avais remis la lettre? Puis là, elle part à crier en disant, elle se met, je pense qu'elle m'a pris dans ses bras en disant, ça fait 4 ans qu'on me parle de cette histoire-là. Puis j'ai dit, je sais, j'ai remis ça à un French guy, nanana, puis je savais pas c'était qui. Puis elle fait des conférences, puis j'en parle dans les conférences, puis te revoilà le gars qui, 4 ans auparavant, m'avait demandé cette lettre-là. Son ami d'enfance, Ken Giroux, n'a été nullement surpris de voir Jean-François percer dans le monde des médias. C'est un gars qui a une détermination, c'est un gars qui a le désir de voir des choses, essayer de comprendre. C'est un gars qui est curieux. Donc, moi, le parcours qu'il a fait, je ne suis pas surpris du tout de ça. Ken apprécie beaucoup le privilège d'en apprendre davantage sur le métier, les expériences ainsi que les histoires vécues par son ami. Ce que j'ai pu apprécier le plus, c'est qu'il me fait partager ses expériences, qu'il me raconte beaucoup de ses histoires qu'il a vécues à lui. Ça me permettait d'apprendre des choses que des fois le public ne connaissait pas.
et que lui pouvait me dire sous le couvert un peu de l'anonymat. Jean-François a encore la Beauce tatouée sur le cœur de rappeler Ken. Ce qui fait que je suis content aussi pour lui, c'est que c'est un gars que malgré les années qu'il est à Montréal, OK, il a toujours gardé sa fibre beauceronne. C'est un beauceron, OK, de cœur. Puis c'est un gars aussi qui recherche aussi à faire... les athlètes de la Beauce, ils essayent de les faire rayonner un petit peu, là. Fait que... Il y a un bon recherchiste? Oui, je suis un petit peu ses yeux et ses oreilles en Beauce pour ses sujets de reportage. Jean-François aime par-dessus tout raconter des histoires qui vont bien au-delà des résultats des athlètes. Jean-François est surtout axé sur des histoires humaines. C'est l'humain qui l'intéresse beaucoup. Puis de mon côté, moi aussi, quand on discute, on parle beaucoup de sport, mais on parle beaucoup des histoires humaines dans le sport. Puis Jean-François est un pro pour décrire les histoires humaines. Jean-François Poirier a également animé et préparé plusieurs grands reportages sur des athlètes qui ont marqué le sport au Québec. L'un des plus marquants est certainement celui sur la joueuse de tennis Leylah Fernandez. Âgée de seulement 16 ans à l'époque, la joueuse de tennis et sa famille étaient, sans le savoir, à la croisée des chemins. Là, elle fonctionne avec l'argent dans les fonds de tiroir. C'est vraiment être au bout du rouleau. Là. Et M. Fernandez, et finalement, il s'ouvre à moi et me dit, moi, tu sais, maintenant, on est rendu en Floride, parce qu'en Floride, ça coûte rien. Les terrains de tennis, tu peux jouer à l'extérieur. C'est pas comme à Montréal l'hiver, tout ça. J'ai vendu mes autos. J'ai plus de REER. On vit dans un 4,5 en Floride, toute la famille. C'est do or die. Là, on est au mois de mars. Puis là, le documentaire doit sortir au mois de juin. Et Leylah s'en va au tournoi de Roland-Garros Junior et gagne le tournoi de Roland-Garros Junior. Oh, championne junior à Roland-Garros, c'est pas rien. Pour une fille qui, on me disait il y a 3 mois, là, c'est comme si on est sur un radeau au milieu de la mer, là, puis c'est le temps que la Terre arrive parce qu'on ne pourra pas continuer financièrement. Et puis, Leylah poursuit son chemin et se retrouve finaliste du US Open 1 an et demi plus tard, à 18 ans. Et la voilà soudainement, sous les feux de la rampe, tout le monde se l'arrache, on découvre sa belle personnalité. Et le documentaire qu'on a préparé à Radio-Canada, qui avait été vu peut-être 5000 fois, se retrouve sur YouTube et est vu peut-être 500 000 fois, parce que tout le monde espagnol, les anglophones, on peut avoir la traduction, se mettent à regarder la méthode Fernandez que nous avions préparée avant que Leylah Fernandez devienne la Leylah Fernandez. Je recontacte Jorge Fernandez en décembre et je lui demande, est-ce qu'on peut refaire l'histoire, mais aujourd'hui? Alors, on fait la même chose. On s'en va en Floride, mais cette fois-ci, elle n'est pas dans un 4,5. Elle vit dans une villa, protégée, sécurité. Sur le toit, elle a des terrains de tennis sur son toit. Il y a 2 terrains de tennis qu'elle peut utiliser. Là. Ouais. Elle est porte-parole de compagnies internationales. Elle fait des millions. Et là, elle nous raconte son ascension. Et ce qu'on a fait, c'est qu'ils se sont assis dans le salon et ils ont regardé le documentaire d'il y a 5 ans. Et vous voyez leur réaction. Le père pleurait. Il s'entend dire, moi, je suis au bout du rouleau, là. J'ai tout vendu. Et Leylah n'avait jamais regardé le documentaire avec ses parents à côté d'elle. Et là, on voit la scène qui se passe et tout ce qui s'est matérialisé au fil des années. Puis elle a juste 21 ans. C'est pour ça qu'on fait ce métier-là. C'est pour ça que je fais ce métier-là, pour découvrir des histoires, comme je disais tantôt. Derrière le match de tennis, là, il y a tout ça. Son plus grand reportage est certainement au sujet de son idole, Guy Lafleur. À quelques mois de la mort du démon blond, Radio-Canada a offert à Jean-François l'opportunité de faire un grand reportage sur la vie de l'idole d'un peuple. S'il y a une station qui a tout ce qu'il faut pour rendre hommage à Guy Lafleur, c'est Radio-Canada. Et c'est dans notre voûte. On dit « OK, let's go », mais j'ai besoin de plusieurs mois pour pouvoir réussir d'abord la recherche. Donc, je m'y mets, là.
je pars avec des cassettes, là, carrément. Là. Il y a pile de cassettes, là, 20 cassettes, puis je la sors, play, puis j'écoute, prends des notes. Déjà, à l'époque, Guy Lafleur était une télé-réalité. OK. C'est le héros de tout le monde. Et à la fin, quand j'ai passé à travers tout ça, là, il faut que je me fasse un scénario. J'ai 52 minutes à remplir. Et là, l'idée qui me passe par la tête, il dit, je veux pas qu'on m'entende. Je veux pas qu'on m'entende. Je veux que ce soit les acteurs qui racontent l'histoire de Guy Lafleur, de son chez lui, Tursault, jusqu'à la fin. Une fois le reportage terminé, Jean-François et le réalisateur Marc Durand et toute l'équipe devaient, après avoir reçu l'assentiment de la famille, aller présenter le reportage à Guy Lafleur. Et dans la semaine, Guy Lafleur il s'est retrouvé à l'hôpital. Et on nous écrit pour nous dire qu'on ne pourra pas aller lui présenter le documentaire. Et Guy Lafleur est mort peut-être une semaine plus tard. Donc, on n'aura jamais pu aller lui présenter sa vie en images. Moi, j'ai mis mes tripes sur la table là-dedans. Je me disais, c'est pas juste moi, là. C'est tous les Québécois qui ont regardé, puis pas juste les Québécois, là, les tripeux de hockey, puis tripeux de Guy Lafleur. Quand je travaillais, moi, je me mettais dans la peau de ces gens-là. Qu'est-ce que je voudrais voir de lui? Donc, je me sentais vraiment là, en mission là, de faire le meilleur documentaire ever. Le meilleur. Tu me poses la question, lequel des documentaires te rend le plus fier, qui va te demander le plus d'efforts? C'est carrément celui, le rassembleur de Guy Lafleur. Je vous invite à aller le voir. Même s'il ne connaissait pas la voie qui le mènerait à la carrière qu'il a connue, il savait que son amour du sport le mènerait là où il devrait être. Même si tu as le vent d'en face, là, parce que j'aurais eu toutes les raisons au monde d'arrêter. Radio-Canada a fermé son service des sports. TVA a fermé son service des sports. J'aurais pu laisser tomber, mais j'aime tellement ça. Quand je suis dedans, moi, c'est mon bonheur. Puis quand tu es heureux, bien, tu continues. En terminant, sûrement qu'il te reste des rêves. Si tu avais un ou deux rêves que tu aimerais réaliser, quels seraient-ils? Le Super Bowl. Ah oui? Parce que moi, je suis un grand fan de football. OK. C'est le sport que j'aime le plus regarder. D'ailleurs, avec mon ami Ken, là, combien de fois qu'on regarde des matchs de football puis qu'on se trompe parce qu'on n'a pas fait le bon choix. Là, vous êtes les Jacques Beauchamp de ce monde? Ouais, puis on devine tel joueur. Mais j'ai jamais pu couvrir le Super Bowl. Okay. C'est jamais arrivé. Pourquoi pas? De sa passion pour le sport est venu le désir profond de raconter l'histoire des personnes derrière les exploits. Celui qui adore le sport professionnel chérit sans cesse l'opportunité de mettre en lumière les réalisations des athlètes amateurs. Parce que derrière tout exploit, il y a un long et périlleux cheminement pour chacun d'entre eux. Ce chemin, emprunté par chacun de ceux-ci, est le théâtre d'efforts, de réussites, mais aussi d'échecs retentissants avec lesquels l'humain derrière la carapace d'athlète doit composer. Si les victoires sont source de grandes émotions, la route parcourue pour y arriver est encore plus inspirante. C'est de ces histoires que s'inspire le journaliste Jean-François Poirier, tant pour son travail que dans sa vie personnelle. C'est ce qui lui permet d'affirmer aujourd'hui et pour toujours, moi, je l'ai vécu.